Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yamina Cauvin, je suis la responsable du pôle recrutement pour la France et formatrice, coach carrière et également référente outplacement pour Adoc Talent Management. Bienvenue dans ce webinaire qui a pour but de booster sa candidature. Donc, je vais vous parler un petit peu du cabinet. Le cabinet Adoc Talent Management, depuis plus de 15 ans, est spécialisé dans l'accompagnement des docteurs avec 3 activités principales. Le recrutement, qui est une activité historique, et la stratégie RH. Nous intervenons vraiment auprès de tout type d'entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Et également, on accompagne leurs besoins en talents hautement qualifiés. Nous avons également une entité qui est dédiée à la formation coaching carrière, c'est-à-dire qu'on va proposer des programmes qui sont destinés aux doctorants, aux docteurs, ainsi qu'aux personnels de recherche, qu'ils soient dans le privé ou dans le public. Voilà, et on va couvrir plusieurs thématiques qui sont liées au développement des compétences et à la carrière et à la poursuite des carrières des docteurs, en tout cas des doctorants aussi. On a également une activité qui porte sur les innovations et l'étude. Donc, on va réaliser un certain nombre d'analyses, d'outils approfondis et travailler vraiment sur les trajectoires professionnelles des docteurs, leurs compétences, leur évolution sur le marché de l'emploi. Et depuis bientôt un petit peu plus de 3 ans, nous avons lancé le LEAD, qui est un laboratoire interne, laboratoire interdisciplinaire sur le doctorat, qui donc vraiment est dédié à l'étude du doctorat, de son écosystème, de ses usages. Et le LEAD travaille en partenariat avec un certain nombre d'acteurs publics, privés et associatifs qui sont engagés dans ces enjeux. Alors voilà, on a accompagné plus de 350 entreprises, ce qui est énorme. On a également accompagné plus de 35 000 docteurs et nous avons 24 publications. Alors, le cabinet est présent, donc le siège social est basé à Paris, à Bastille. On compte une trentaine de collaborateurs et nous avons également une activité qui est basée à Montréal avec Thomas qui est présent et également Laurence qui couvre le Benelux. Alors, donc moi, je me suis présentée, mes collaborateurs le feront également. Je vous présente un petit peu le plan de ce webinaire qui va couvrir vraiment la planification de carrière et le marché de l'emploi pour les jeunes chercheurs. On va avoir également une rubrique qui va être dédiée aux compétences dont les employeurs ont besoin, et puis le recrutement, les outils et techniques de communication. Et à la fin, nous aurons évidemment une session consacrée à vos questions et réponses. Alors, du coup, pour ce qui est de la planification de carrière, marché de l'emploi pour vous, donc, il est important de, si ça marche, voilà, là, on vous présente 3 sphères, les 3 sphères du projet professionnel. Donc, évidemment, pour réussir son projet professionnel, on peut le voir comme un équilibre vraiment entre les 3 sphères importantes. La première que vous voyez qui est en vert, ce sont vos compétences et les qualités, tout ce que vous avez en vous comme atout et talent. Et la deuxième sphère, en rose, ce sont vos envies. Voilà, c'est important d'en avoir conscience, donc vos motivations, vos valeurs, et ce qui va vraiment vous faire vibrer, et ce que vous souhaitez faire au fond de vous. Donc, c'est important d'avoir une clarification et donc un travail d'introspection personnelle. Et pour avancer, il faut vraiment être clair sur ces 2 points. Ça veut dire savoir ce que vous savez faire et savoir ce qui vous motive. D'accord ? Et c'est ce qui va vous rendre vraiment convaincant auprès de vous. Alors, mais il y a une 3e sphère, celle que vous voyez qui est en bleu, qui est tout aussi essentielle, puisqu'on parle vraiment de la réalité du marché de l'emploi. Et votre projet professionnel ou vos projets professionnels, puisqu'on n'en a pas qu'un, doit aussi correspondre aux opportunités réelles, aux offres qui existent sur le marché. Donc, un projet professionnel, personnel et réaliste, c'est celui qui va se situer à l'intersection de ces 3 sphères, donc de vos compétences, de vos motivations et du marché de l'emploi. Donc, c'est une zone d'équilibre. Elle existe toujours, même si ce n'est pas toujours évident de trouver vraiment tout de suite ce qu'on a envie de faire.
Et en général, comme je vous disais tout à l'heure, on a plusieurs projets, donc A, un plan B, un plan C, qu'on va affiner au fur et à mesure de l'avancée. Et surtout, encore une fois, pour convaincre un recruteur, il faut vraiment d'abord avoir en tête qu'il faut être convaincu soi-même de son projet. Là, on vous a mis des exemples sur la partie qualité. On va parler de vos expériences professionnelles, extra-professionnelles, des facteurs différenciants. Donc, on vous donne quelques exemples. Sur la partie, la sphère qui va correspondre à ce qui vous motive, on va parler de vos valeurs, de vos environnements de confort, de vos modes de fonctionnement, vos facteurs de réalisation, par exemple. L'impact du projet professionnel à court terme, effectivement, là, on voit que les chiffres sont assez parlants, puisque parmi les doctorants, ceux qui avaient un projet professionnel qui était clairement défini au moment de leur soutenance, ont un taux d'emploi de 82%. Vous voyez bien, et un taux de satisfaction qui est similaire. À l'inverse, ceux qui n'avaient pas de projet défini se retrouvent avec un taux d'emploi à 78% et un taux de satisfaction à 73%. Alors, autrement dit, avoir un projet professionnel qui est clair fait vraiment la différence, vu les résultats. Et pourtant, au moment de la soutenance, il y a quand même 38%, on le voit, de doctorants qui ont déjà défini leur projet contre 62 qui ne l'ont pas encore fait. C'est quand même énorme. Donc, le vrai rappel qu'il faut se dire, c'est de se poser les bonnes questions assez tôt, c'est pas évident, mais de clarifier vraiment son projet professionnel qui va augmenter vos chances de succès et de satisfaction. On parle d'employabilité des docteurs dans l'OCDE. En fait, la plupart des titulaires du doctorat trouvent effectivement rapidement leur voie après la soutenance, globalement. 76% ont déjà un emploi dès la fin de leur doctorat, et parmi eux, 15% décrochent leur premier poste en seulement 1 à 3 mois. Seulement, il y a une petite minorité, on le voit sur cette slide, de 4% qui vont attendre un peu plus d'1 an pour trouver leur premier emploi. Alors, ces chiffres montrent vraiment que, en fait, si le marché peut sembler intimidant, la grande majorité quand même des docteurs vont trouver rapidement un poste qui va leur correspondre. Alors, la question de se poser, c'est qu'est-ce que ça cache, ces 4%, pour comprendre pourquoi ils vont mettre un petit peu plus de temps. Il y a plusieurs facteurs. Il y a des choix volontaires. Il y a certaines personnes qui vont prendre du temps pour trouver exactement le poste et le secteur qui va correspondre à leur aspiration, plutôt que de se précipiter. Vous avez aussi la spécialisation qui peut être très pointue avec des domaines de niche où il y a peut-être moins d'opportunités immédiates, en tout cas sur le marché de l'emploi. On a une transition de carrière aussi. Il y a certaines personnes qui vont changer de secteur, de pays après leur doctorat, qui peut rallonger un petit peu la recherche d'emploi, ou bien des facteurs personnels, des situations personnelles, des contraintes géographiques ou familiales, ou besoin de formation complémentaire avant de commencer un emploi. Donc voilà, ce sont quelques éléments qui peuvent expliquer ces 4%. On a également voulu vous parler un petit peu du triptyque des métiers, activités et compétences. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire que la compétence, c'est la base de toute évolution professionnelle. Un métier, c'est une combinaison d'activités. Vous voyez, quand on voit le schéma avec les différentes flèches, donc un métier est une combinaison d'activités et chaque activité va nécessiter différentes compétences. Donc, c'est le premier chemin. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'on va comprendre son métier sous l'angle des compétences mobilisées, qui permet ainsi de dresser une liste de compétences qui, par un chemin inverse, va aider à imaginer d'autres métiers où ces compétences peuvent être utilisées, même dans des activités ou des domaines différents. Donc voilà, donc en fait, ce sont des processus d'aller-retour comme ça qu'on a de l'évolution professionnelle. Et demain, plus tard, vous verrez que dans votre vie, ça sera un processus comme ça d'aller-retour en permanence, de partir d'un métier, de développer des compétences et des compétences qui vous permettront d'accéder à des métiers auxquels vous n'imaginez pas aujourd'hui. Alors, effectivement, vous avez de très larges possibilités. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avoir juste une vague idée des métiers ou des entreprises va suffire. Mais en réalité, il faut vraiment confronter vos idées. Ça, c'est important à la réalité socio-économique. Il est important de s'informer sur le marché du travail, parfois pour lequel on n'a pas de prise. C'est important d'enquêter sur les opportunités, de rencontrer des personnes dans le secteur qui va vous intéresser, d'identifier des key people. Et sachez que l'éventail des possibilités est bien plus large que ce qu'on peut imaginer. Il faut rester curieux, il faut rassembler un maximum d'informations et surtout prendre le temps vraiment de définir votre plan de carrière
avant de de lancer votre recherche d'emploi. C'est important aussi de voir par secteur, c'est-à-dire que la répartition des emplois, par exemple en R&D, varie selon les pays. Vous voyez, là, on a le 3K, donc forcément nos 3 pays phares ici présents. Donc la France, la moitié des chercheurs, quand on regarde le schéma, sont dans le secteur académique, un peu moins dans le secteur privé. En Allemagne, le privé, il est moins représenté et le hors R&D plus important. Et au Canada, le privé reste faible et le hors R&D encore plus développé. Donc en résumé, selon les pays, les trajectoires possibles après un parcours de recherche, elles sont très différentes. Certains pays vont offrir plus d'opportunités dans le privé, d'autres dans le secteur académique ou ailleurs. Et ce qui est important à garder en tête, c'est qu'il faut que vous puissiez réfléchir à votre plan de carrière en fonction des différents secteurs. Alors, quand on parle de hors R&D, on est sur du management, de l'administration dans le secteur scientifique ou technique, gestion de projet, direction de labo, RH, finance, ça peut être très varié. Il peut y avoir du consulting, du conseil scientifique, etc. Vente, marketing, donc c'est très large. Ça peut être aussi l'entrepreneuriat, la création d'entreprises. Donc, voilà un petit peu les différentes possibilités. Et donc, pour terminer, quels sont les emplois pour les docteurs? Donc, cette slide vous illustre bien la variété des fonctions possibles, que ce soit dans la R&D avec différentes appellations métiers, parce que ce qui est important, c'est que vous puissiez être au clair avec les différentes appellations métiers, qu'elles puissent vous faire prendre conscience que dans ces métiers, un certain nombre de compétences que vous avez développées lors du doctorat peuvent complètement être transférables et être une vraie valeur ajoutée dans les métiers. Donc, vous avez un certain nombre de typologies de métiers dans les fonctions support, dans les métiers du conseil, les fonctions de direction, commerciale, etc. Thomas, je te laisse la main. Merci beaucoup Yamina. Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous aujourd'hui et que vous soyez en grand nombre. Je me présente rapidement, je suis Thomas Vignalon, je dirige le bureau d'Adobe Talent Management ici au Canada. Donc on offre le même triptyque de services, à savoir le recrutement, la formation et des services de recherche et conseil. Donc on va voir ensemble les compétences dont les employeurs ont besoin. On va voir qu'il y en a pas mal et pas mal que vous possédez déjà, même si vous n'en avez pas forcément conscience. Déjà, définissons la compétence. C'est une combinaison de savoir, de savoir-faire, aptitudes et qualités personnelles. Celles-ci doivent être mesurables et quantifiables. Donc, comme je disais, il y en a beaucoup que vous avez acquises durant vos projets de formation ou de recherche, que ce soit au doctorat ou après. Mais il y a aussi énormément d'autres expériences, finalement, à tous les jours, où vous allez développer certaines compétences, et comme je disais, certaines dont vous n'avez peut-être même pas conscience ou que vous n'osez pas transférer en dehors de votre domaine très spécifique de recherche. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La compétence, en fait, c'est le langage commun qui permet de faire le pont entre le monde de la recherche, le monde académique et le monde de l'industrie. Donc, la compétence, ça permet, et surtout le jargon qui est utilisé dans certaines industries, secteurs d'activité, va être celui qu'il faut utiliser pour qu'on parle la même langue. Voilà, donc on va voir ensemble comment pouvoir les identifier, comment pouvoir les présenter et les valoriser. Yamina a déjà donné un petit exemple avec le triptyque, à savoir le poste, les activités et les compétences qui sont sollicitées pour ces activités-là et ce poste-là. Ce triptyque-là, d'ailleurs, si vous voulez aller regarder des informations, je pense qu'on donnera tous les liens intéressants à la fin du webinaire, mais on pourra regarder honnetonline.org, je mettrai ça après dans le chat, qui vous permet de définir en fait les compétences que vous possédez, à quel métier vous pouvez prétendre, quelles compétences sont sollicitées pour telle tâche, etc. Enfin, vous pouvez jouer avec le triptyque que Yamina vous a présenté. Donc, quelles compétences de jeunes chercheurs sont utiles dans une entreprise? Comme je disais, il y en a pas mal. Nos différents projets de recherche ont en partie répondu à cette question. Là, aujourd'hui, donc, je vous montre l'arbre des compétences. C'est une image et en fait une liste de compétences, un référentiel de compétences cœur des PhD. Donc, quand on dit cœur, c'est qu'ils sont indépendantes du domaine de discipline de recherche.
de l'ancienneté de la personne qui est au doctorat et de sa source de financement. Donc, c'est évidemment, ces compétences-là ne sont pas uniques aux titulaires de doctorat ou aux candidats au doctorat. En revanche, la combinaison peut définir le doctorat. Donc, on a une étude qui a été menée en France qui s'appelle Career. Vous pouvez le voir en bas de la slide. Et PH Detective qui, elle, était menée au Canada. Donc, voilà, où on a finalement interrogé à la fois des candidats et titulaires de doctorat et des employeurs de ces profils-là pour avoir plein de données différentes. Donc, je vous inviterai à aller regarder ces projets de recherche. Et donc, le pool de compétences cœur en est sorti. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs catégories avec les couleurs. Les métacompétences, j'y reviendrai après, qui sont finalement les compétences qui permettent d'en acquérir d'autres. Ça, c'est de plus en plus demandé dans le monde de l'industrie, en fait un peu partout. Tout simplement parce que, surtout en sciences, en recherche, en innovation, tout va très vite. Donc, oui, les recruteurs et employeurs veulent s'entourer de personnes qui savent faire, mais surtout des personnes qui savent apprendre et continuer d'être à jour sur les dernières tendances et technologies. Donc ça, c'est les métacompétences. Ensuite, il y a les compétences techniques transférables, donc celles qui sont développées dans des situations professionnelles et qui sont directement transférables dans d'autres activités. Les compétences transverses qui, elles, sont utilisables dans des situations professionnelles, mais qui ne reposent pas sur un contenu de connaissances formalisées. Donc, vous pouvez voir les différents types de compétences. Je ne vais pas toutes les lister. Ça, on vous donnera les liens pour aller les regarder. Savoir-être, expertise scientifique et les différentes aptitudes comme l'autonomie, la rigueur, l'ouverture d'esprit, etc. Il y en a beaucoup en fait que vous développez dans cet arbre-là qui vont être demandés et c'est ça qu'on va voir ensemble. Alors oui, juste avant de parler des autres compétences qui sont recherchées sur le marché de l'emploi, ça c'est un autre graphe qui vient de notre étude PH Detective et qui montre en fait les compétences qui sont développées par les candidats et titulaires de doctorat pendant leur projet de recherche, celles qui sont vendues en entrevue par les candidats, donc les candidats ou titulaires de doctorat, celles qui sont recherchées en embauche par les employeurs et celles qui, selon les employeurs, seraient améliorées pendant les entrevues, les entretiens d'embauche. Voilà, je trouve ce graphe assez frappant, puisque oui, l'expertise scientifique et technique est celle qui est la plus développée en entrevue et la plus recherchée finalement par les employeurs, ce qui est une bonne chose. On peut voir quand même qu'elle est peut-être survendue en entrevue par les candidats, alors que les employeurs déclarent que finalement toutes les autres compétences, hors les compétences techniques et scientifiques, seraient plus à développer pendant les entrevues. Donc, toutes les autres catégories qu'on a vues ensemble. Je sais que c'est compliqué quand on est la tête dans le guidon pendant 3, 4, 5 ou plus d'années sur un projet très spécifique. On va beaucoup en parler, mais voilà, il faut un peu prendre du recul et savoir parler des autres aptitudes qui vont être les compétences qui vont être transférables dans n'importe quel domaine. Voilà, bon, ça c'est sur l'identification des compétences. PhD Comics, si vous ne connaissez pas, c'est très drôle. Mais voilà, le but de cette image, c'est juste de montrer que, encore une fois, on veut parler le même langage, parler en termes de compétences et savoir les présenter. Et pour ça, parler de ses recherches versus parler de soi, c'est assez différent. C'est justement le distinguo qu'il faut faire entre ses projets de recherche et finalement tout ce que ça nous a apporté, toutes les aptitudes et compétences qu'on a pu développer à travers ces activités-là et d'autres d'ailleurs. Et pour ça, vous pouvez vous poser des questions sur le comment et le pourquoi des activités. Donc, ça va vous permettre de voir un peu plus en profondeur ce que vous a apporté cette expérience-là et comment vous pouvez identifier des compétences, des activités et les valoriser auprès d'employeurs potentiels. Donc là, on a fait une liste de compétences. Ça peut être effectivement qu'est-ce qui était déjà en place à mon arrivée, qu'est-ce qui devait être créé à mon arrivée sur le poste ou le projet. Donc là, ça montre vraiment son niveau de contribution individuelle et la valeur qu'on a apportée à l'organisation dans laquelle on était. Qu'ai-je laissé derrière moi? Comment mes résultats ont-ils été valorisés? Donc, c'est aussi montrer que nos travaux ont une réelle valeur ajoutée sur la durée et que ça permet de les valoriser par la suite. Quels ont été les éléments les plus faciles, les plus agréables et les plus difficiles et désagréables? Ça aussi, c'est une question qui finalement recoupe un peu le travail d'introspection dont parlait Yamina, savoir pouvoir pondérer ce
ce avec quoi on est à l'aise, ce qui nous plaît et ce qui nous plaît moins, et ce avec quoi on est un peu moins confortable. Comment je fais face aux difficultés, les choses que je ne pouvais pas contrôler. Puis, oui, au lieu d'énumérer alors simplement des techniques, méthodes qu'on a utilisées, on peut aussi voilà, montrer qu'est-ce qu'on a pu concevoir soi-même, optimiser ou adapter. En fait, est-ce on est parti d'une feuille blanche et on a construit plusieurs choses, ou est-ce qu'on a optimisé déjà de l'existant ou modifié des choses? Ça, c'est des questions qu'on va certainement vous poser pour, encore une fois, connaître votre niveau de contribution, surtout dans des projets de recherche où il y a potentiellement beaucoup de collaborateurs sur un même projet. Donc, on va vouloir identifier votre contribution précise. L'ai-je transmise à d'autres? Bon, ben ça, c'est plus sur des compétences d'encadrement, de supervision technique ou scientifique. Avec qui ai-je travaillé? Comment le travail était-il réparti? Qui l'organisait? Et quel était mon rôle dans l'équipe? Donc, tout ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser pour voilà, identifier d'autres compétences, aptitudes et tâches et activités qui sont liées à ça durant vos expériences. Alors, il y en a beaucoup, comme je disais, des compétences qui sont demandées par les recruteurs et les employeurs potentiels. Là, c'est une petite liste des compétences non techniques, celles qui sont le plus appréciées par les candidats. On va voir ensuite avec d'autres études que bon, ça varie un petit peu de temps en temps, là, mais bon, résolution de problèmes, gestion du temps, communication, capacité d'adaptation et d'apprentissage, donc les métacompétences, organisation, collaboration. Alors, il y en a plein d'autres, comme l'art des compétences l'a montré, et même comme d'autres études, comme celle que je vais présenter tout de suite, notamment tout ce qui est curiosité intellectuelle, persévérance, pensée analytique, pensée critique, résolution de problèmes, ça j'en ai parlé, créativité. Tout ça sont des compétences que vous développez pendant votre projet de recherche, que ce soit maîtrise de recherche, doctorat, postdoctorat, etc. Et qui sont très demandées. Donc ça, c'est une étude de Future of Jobs qui est publiée à chaque année, je pense, du World Economic Forum. Et donc, ils montrent les top 10 skills de 2025, celles de 2030. Et bon, la bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre elles sont développées pendant vos projets. Alors, il y a une liste qui est un tout petit peu plus à jour, qui est celle-ci, puisque l'étude est un peu plus récente, elle date juste de l'année dernière. Et on voit que celle, voilà, les core skills en 2030, ça va être, comme je disais, curiosité, lifelong learning, donc voilà, la capacité d'apprentissage sur le long terme, la pensée créative, la pensée analytique, voilà. Donc tout ça, bonne nouvelle, sont des compétences que vous avez et il faut savoir en parler par la suite. Je te laisse la parole, Laurence, et puis on se reparle tout à l'heure pour les autres. Merci Thomas. Bonjour tout le monde. Du coup, voilà, oui, je suis Laurence, la directrice du bureau Benelux, basé en Belgique. Et c'était bien le drapeau de la Belgique qu'on a vu tout à l'heure dans l'étude et pas de l'Allemagne, même si les couleurs sont les mêmes. Bien que les tendances qu'on a démontrées se partagent un peu partout dans l'Europe et voire à un niveau international. Alors moi, je voudrais parler un peu plus du recrutement et d'outils techniques de communication et surtout essayer de discuter avec vous comment vous pouvez améliorer, remettre peut-être certaines choses ou certaines pratiques en question, parce qu'on ne va pas se mentir, on sait que le marché de l'emploi pour le moment est fort compliqué, en particulier dans les secteurs biotech, pharma, life science, et que voilà, on sait que beaucoup de très très bons candidats sont actuellement en recherche d'emploi. Donc, ce secteur traverse une certaine crise et j'aimerais dans un premier temps déjà vous dire c'est pas vos profils qui posent problème. Je suis certaine qu'un certain nombre d'entre vous se positionnent déjà de très bonne manière sur le marché grâce à des bilans de compétences aboutis et qu'ils arrivent à tentent de vendre au mieux leur profil. Donc, il y a une question de secteur et de tendance un peu difficile, mais néanmoins, c'est une bonne opportunité aussi pour se réfléchir et aller explorer ce marché de manière encore un peu plus approfondie pour identifier des pistes un petit peu hors chemin, un petit peu évident, si je puis dire, et peut-être vraiment se repositionner et être encore plus convaincant quand on a l'occasion de rencontrer et qu'on est sélectionné pour des entrevues.
Alors, un processus de recrutement, mais du point de vue de recruteur, on sait qu'on cherche des candidats qui correspondent le mieux aux besoins. Donc, un besoin va être défini par un périmètre de poste dans lequel il y a des missions bien, bien spécifiques dans un environnement particulier, dans une entreprise, un institut, un organisme qui a des cultures, qui a une culture bien, bien, bien définie et qui met en avant généralement des valeurs. Donc, ça sont clairement des éléments à prendre en compte pour pouvoir encore mieux montrer l'adéquation pour le profil qu'on a peut avoir. Et le poste est aussi sur un chemin évolutif, donc comprendre au sein d'une organisation en quoi ce poste, vers quel débouché ou vers quel chemin d'évolution il peut se dessiner, c'est clé. Et vous, du coup, en tant que candidat, ben, vous avez en regard de ces périmètres de poste ben, un certain nombre de savoirs, savoir-faire, savoir-être qu'il faut montrer, pour lesquels vous allez montrer l'adéquation avec le poste et ses besoins. Mais au-delà de ça aussi, vos motivations qui peuvent être fortement alignées et en adéquation avec les valeurs et aussi la notion de potentiel de profil qui, elle, peut être mis en regard par rapport à l'évolution que le poste peut offrir. Donc, il faut arriver à convaincre et à discuter, mettre en avant l'ensemble de ces éléments-là. Et je rejoins ce que Thomas disait, on ne s'arrête pas qu'aux aspects techniques, même si ceux-ci restent clés. Et donc, c'est là où on peut aussi faire une vraie différence pour pouvoir convaincre un recruteur. Alors, un processus de recrutement, ben, ça démarre évidemment d'un besoin exprimé par un des collaborateurs, généralement un manager, hein, qui, avec l'aide de RH, quand il y a la taille de l'entreprise, fait qu'il y a un vrai département RH où ça reste peut-être entre managers finalement que la rédaction d'un poste va se faire avec une définition de profil. Ils vont commencer une recherche en interne, puis éventuellement en externe, avec de l'approche directe. Et c'est déjà à ce moment-là, évidemment, qu'avoir un CV qui se démarque, un CV clair, peut faire en sorte qu'on sorte un petit peu du lot. La notion de mots-clés, je vais y revenir, hein, puisque je vais vous expliquer comment on fonctionne, nous, en tant que recruteurs, pour trouver et approcher les candidats. Ensuite, bah, parmi les différentes candidatures, il y a une sélection qui va se faire avec différentes étapes, mêlées d'entretiens, complétées par des tests, des prises de référence. Pour des chercheurs, on va beaucoup faire aussi des tests relativement techniques en fonction de vos domaines. Donc ça, c'est des choses auxquelles on peut se préparer. Vous avez peut-être déjà vécu d'ailleurs. Évidemment, à ce moment-là, ben, le CV intervient de nouveau puisque nous, on se base essentiellement sur ce document-là pour aller creuser, poser nos questions, mener nos entretiens, compléter les informations dont on dispose. Le choix du meilleur ou de la meilleure candidat va se faire avec surtout toujours allez, un range, un niveau de compromis. C'est-à-dire qu'une perfection n'existe pas. Elle serait d'abord très ennuyeuse, mais elle n'existe pas non plus dans le recrutement. Donc, la question est toujours de savoir où le recruteur va faire le compromis. Une piste là à anticiper, c'est sur les éléments dont ils ont déjà l'expertise, puisqu'ils peuvent vous former, ils peuvent vous accompagner. Là où ils ne feront pas de compromis, c'est là où vous allez apporter quelque chose de nouveau ou de complémentaire. Donc là-dessus, il n'y aura jamais de compromis. Il n'y aura pas non plus, ou moins de compromis, c'est sur les aspects plus humains, comportementaux et soft skills, encore une fois, des choses qui fait qu'ils peuvent se projeter et prédire que on va plutôt vers un succès dans le recrutement, que les gens vont bien s'entendre, bien s'intégrer, bien fonctionner ensemble. Si on a des doutes là-dessus, ben, généralement, on n'avancera pas plus loin. Donc, c'est vrai qu'arriver à parler de ça, le mettre en avant, l'illustrer, le contextualiser au mieux avec des exemples vécus qui s'en approchent, ça va être clé. Ensuite, il y a toute la partie d'intégration et on considère généralement l'onboarding sur la première année.
Donc, quand on voit l'ensemble d'un processus de recrutement, y compris cette période d'onboarding, ben, vous voyez le temps et clairement l'argent finalement qui est engendré, qui est injecté par l'entreprise pour un recrutement. Donc, on estime environ 6 mois de salaire d'un profil en coût. Donc, forcément, les entreprises essayent de minimiser ce risque en, voilà, en ajoutant éventuellement des étapes ou en tout cas en étant prudent dans le choix. Une question qu'on peut se poser, alors, et ça c'est plus de votre côté quelque part, c'est essayer de se dire bon ben finalement est-ce que je me concentre plus sur des petites ou des grandes structures ou les deux, mais en connaissance de cause, et quelles sont les différences majeures finalement qu'on peut y trouver en termes d'emploi et de carrière. Alors je ne vais pas lire tous les éléments. C'est quelque chose que vous pourrez retrouver de toute façon puisqu'on fera un replay. Mais grosso modo, il y a évidemment des différences qu'on peut avoir entre les structures avec une plus grande flexibilité, diversité, possibilité de participer aux décisions dans une plus petite structure et dans une grande entreprise, on aura peut-être moins cette opportunité-là, mais un cadre plus défini, des process plus aboutis, voilà, des chemins de carrière déjà dessinés. Donc voilà, une sécurité d'emploi plus importante, enfin plus évidente peut-être. Mais une plus grande compétition avec un plus grand nombre de candidats qui vont postuler et sur des petites entreprises peut-être voilà moins connues et donc moins sollicitées. Donc, pour les différentes raisons, c'est bien de se poser les questions et en tout cas d'avoir une posture différente et d'être très convaincant auprès des employeurs encore sur le choix que vous opérez là parce que ils vont considérer que des compétences transversales et une posture différente va être nécessaire pour intégrer l'une ou l'autre. Alors, c'est un peu caricatural parce que dans la réalité, bon, vous allez voir sans doute des grandes entreprises qui fonctionnent aussi en équipe avec un esprit peut-être start-up en fonction des unités. Donc, de nouveau, la culture d'entreprise et comprendre comment ça fonctionne, c'est intéressant de l'anticiper pour pouvoir être convaincant sur votre choix de les contacter eux et pas d'autres. Alors, les outils de recrutement, parlons un petit peu et du coup avec quelques tips sur comment on peut éventuellement optimiser son CV et sa lettre de motivation. Alors, sur un CV, bien entendu, on va y voir des éléments très classiques, vos coordonnées. Moi, j'ai supprimé l'adresse. Je ne vois pas l'intérêt de mettre votre adresse postale. On n'écrit plus de lettres de nos jours. Mais par contre, si vous souhaitez comprendre que vous êtes à tout près de l'entreprise et que du coup, voilà, c'est un des points motivants, mettez votre code postal éventuellement, mais ça s'arrête là. Vous pouvez mettre directement votre titre PhD à côté de votre nom. Ça permet dès le départ de connaître votre plus haut diplôme. Si vous êtes aussi ingénieur, un MBA, vous pouvez les ajouter. Moi, je trouve que ça permet de directement avoir cette information-là et de ne pas commencer le CV avec la partie diplôme. Mais par contre, avec un résumé de profil qui, à sa seule lecture, pourrait suffire de donner envie de vous contacter. Donc, c'est vraiment la dernière chose qu'il faut travailler une fois que vous avez votre CV pour un projet précis, une entreprise précise, un poste précis. Alors, présentez vos compétences, structurez-les par catégorie. Scientifique, technique, transversale, comportementale, linguistique, informatique, et vous pouvez y mettre même des sous-catégories. Faites quelque chose de clair. L'expérience professionnelle aussi, de façon systématique avec le même type de présentation, mettez en avant le titre de fonction, pas nécessairement l'entreprise ou, enfin, je vois parfois en gras d'autres infos. Le poste est le plus important. N'oubliez évidemment pas votre doctorat qui figurera à 2 endroits, dans l'expérience professionnelle en tant que chercheur et dans votre formation en tant que diplôme de doctorat. Appuyez tout ça en développant tâches, responsabilités, utilisez des verbes d'action et des faits concrets.
qualitatif, quantitatif. Mettez des éléments impactants sur vos expériences. De nouveau, voilà, la formation, bien entendu, on va les mettre. Ça peut être très bref, quelque part, en fonction de vos projets. Pour un postdoc, on va peut-être plus détailler, mais encore une fois, en fonction de votre projet, vous allez équilibrer et vous mettre à la place de votre interlocuteur. Quelle information souhaite-t-il avoir? Moi, je conseille très souvent de mettre un petit tableau récap de vos réalisations scientifiques. Je mets scientifique entre parenthèses parce qu'on peut avoir d'autres réalisations qu'on veut valoriser, qu'elles soient artistiques, sportives ou d'autres réalisations professionnelles non scientifiques, on va dire. Donc là, un petit tableau récap avec le nombre de publications, les grandes thématiques, un impact factor. Enfin, vous pouvez y mettre des métriques, des keywords, quelque chose qui, d'un coup d'œil, permette à votre interlocuteur d'avoir une idée de tout ce que vous avez réalisé. Donc, publications, posters, les grants, awards, les prizes, si vous avez donné cours, combien d'heures de cours, pour quel type d'audience, si vous avez fait de la vulgarisation. Vraiment, vous pouvez structurer ça par catégorie thématique qui fait sens pour vous, mais qui permet d'un coup d'œil d'avoir l'info clé. Et s'il est pertinent, vous ajoutez en annexe des détails avec des publications, des communications, des projets, tout ce que vous voulez, parce que ça correspond au projet et parce que c'est quelque chose qui va être important pour votre interlocuteur. Alors, il est important de se préparer, bien sûr, et de pouvoir parler de son projet doctoral. Donc, on veut comprendre quelle est la thématique du projet, les enjeux, la grande question de recherche à laquelle vous répondez, les responsabilités, les méthodologies que vous avez utilisées et quels sont les résultats. Donc, en le vulgarisant, ne le rendant pas du tout idiot, mais en le rendant accessible et compréhensible par n'importe qui. Vous ne savez pas nécessairement qui va être en première ligne. Et donc, il faut pouvoir montrer aussi à travers votre CV votre capacité de communication. Et pas uniquement à vos pairs ou à des experts du domaine. Donc ça, c'est vraiment clé. Alors, la lettre de motivation, en quelques mots, c'est pas un résumé du CV. C'est une lettre de motivation. Donc, clairement, c'est un document qui va permettre de vous distinguer, de démontrer que vous avez bien compris leurs enjeux et les challenges de votre cible et comment vous vous intégrez là-dedans pour aider à contribuer à solutionner la problématique. En appuyant clairement aussi quelques éléments très personnels qui démontrent votre motivation à les rejoindre eux. Pourquoi vous vous intéressez à cette boîte-là? Qu'est-ce qui vous attire dans cette boîte-là très spécifiquement? Donc, il vaut mieux prendre clairement du temps en amont pour collecter de l'information, en faire quelque chose de super personnel et d'avoir vraiment un CV et une lettre de motivation par offre plutôt qu'en envoyer 25 identiques. Ça, c'est certain. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Oui, alors un CV, clairement, nous, recruteurs, on ne passe pas plus de 30 secondes, et même c'est déjà beaucoup, sur un CV. Pour être très honnête, on va aller chercher quelques mots-clés. Moi, c'est très rapide. Je veux dire, je veux voir s'il y a un background qui s'approche de ce qu'on veut, le nombre d'années d'expérience, le contexte, quelques mots-clés, les secteurs, quelques compétences transversales qui sont clés pour le job. Si je vois que ces éléments y sont, je veux rencontrer la personne. C'est quelque chose qui peut être on va très vite sentir, OK, là, il y a un chouette potentiel où on se noie dans l'information, on risque de ne pas voir les éléments hyper pertinents tout de suite. Là, on se dit que le CV n'a pas été drafté, je veux dire, pour le poste. La lettre de motivation, donc je l'ai dit, c'est vraiment vous démontrer que vous avez compris les challenges et que vous montrez comment vous vous positionnez pour contribuer à les résoudre. Et vous avez un petit tips pour construire une lettre de motivation qui est la structure vous, moi, nous. Donc, vous commencez par
votre target, votre cible, pas par soi. On dit d'abord, je m'intéresse à votre entreprise parce que j'aime votre entreprise et votre projet parce que vous mettez quelques éléments très personnels. Ensuite, vous dites, je comprends vos challenges et vos défis. Et voilà ce que moi, je peux apporter à l'équipe donc pour contribuer à solutionner, à développer des produits, à améliorer les choses. Et puis nous, une demande de rencontre, tout simplement. Alors, c'est quelque chose dans lequel vous allez démontrer de nouveau, encore une fois, cette capacité de communiquer et développez-y un vocabulaire commun. Donc, en passant du temps à collecter de l'information en amont, vous allez optimiser ces éléments-là. Et donc, ça va également aussi vous aider à vous préparer pour les entretiens, parce qu'effectivement, cette candidature a comme objectif majeur d'obtenir un entretien. Oui, alors, où est-ce qu'on va chercher ces offres d'emploi ou éventuellement aussi partager son CV ou son profil? Vous avez différentes plateformes, vous reconnaissez ici les logos. LinkedIn reste bien entendu la plus utilisée, je vais en donner un petit mot. En France, vous avez quand même l'APEC qui fonctionne très très bien et sur lequel il y a des jobs intéressants et nous, recruteurs, nous l'utilisons pour aller chercher des profils. Donc, ça peut être très intéressant de mettre vos CV sur cette plateforme. Après, il en existe d'autres, peut-être pour des secteurs parfois un petit peu spécifiques. Maintenant, LinkedIn, c'est vraiment la base. C'est une version exhaustive du CV. Donc là, on va être un peu moins sélectif. Vous ne devez pas changer votre LinkedIn tout le temps. Il doit s'aligner à votre projet professionnel ou à vos projets professionnels, ça c'est sûr. Mais il peut être un peu plus large et démontrer que vous avez différentes étapes de carrière différentes éventuellement. Les mots-clés. Le système de keywords, ça c'est évidemment clé. Vous le savez aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout, elle est dans le recrutement. On utilise des outils qu'on appelle ATS, qui effectuent des screenings de CV. Alors en fonction des boîtes, il y a un screening plus ou moins robotisé ou avec un humain à des étapes différentes. Chez nous, ad hoc, on a plus vite un humain qui va aller regarder les choses, mais dans des grosses boîtes, c'est sûr qu'il y a un système de screening. Donc, optimiser le système de keywords, réutiliser des mots-clés qui sont authentiques et vrais pour votre profil, mais qui apparaissent dans l'offre d'emploi ou sur le site de l'entreprise, c'est évidemment très intéressant. La recherche booléenne, c'est ce que vous utilisez pour vos recherches de littérature. C'est la même chose sur LinkedIn. C'est un moteur de recherche booléen. Utilisez votre savoir-faire avec ces recherches-là pour optimiser la recherche d'offres d'emploi, d'entreprises à suivre et de profils de personnes pour vous inspirer, pour développer votre réseau, évidemment. Et je vais arriver d'ailleurs sur cette notion de réseau pour terminer, afin de pouvoir laisser les questions. Mais il est évidemment clé de savoir que chaque parcours est unique et il est intéressant d'arriver à démontrer son unicité, enfin ce côté unique. Quelle est votre particularité, vos éléments différenciants? Et grâce aux compétences. Donc, il est clair que c'est un langage commun avec les recruteurs, avec tout type de secteur. C'est la façon de se comprendre, de définir, de décrire un profil. On a bien vu qu'on pouvait trouver des PhD à peu près dans tout type de poste, de secteur, qu'il y avait des possibilités très larges. La R&D fait partie, c'est pas l'unique possibilité. Donc, on peut aussi se dire, je fais peut-être un tournant dans ma carrière ou je veux dire une petite boucle à un moment donné parce que le marché n'est pas au top, mais pour acquérir peut-être de nouvelles compétences qui seront utiles à un développement de carrière, même avec un retour potentiel dans la R&D dans quelques mois ou quelques années, quand le ou les secteurs se portent mieux. Donc, intéressez-vous à ce champ des possibles. S'il y a des éléments sur lesquels vous pouvez encore mener votre introspection, ça va vous aider.
Investiguez clairement les emplois, positionnez-vous avec vos compétences, approchez des personnes dans les entreprises et pas uniquement des recruteurs pour avoir l'occasion de discuter, vous inspirer, être soutenu aussi. Je peux tout à fait entendre que voilà, les retours de recruteurs, quand ils sont négatifs sur une période, ben, c'est pas évident. Mais rencontrer aussi des personnes en poste et pas forcément des recruteurs, donc des gens qui peuvent encore une fois vous inspirer, vous épauler, vous conseiller. Et voilà, donc encore une fois, je reviens aux 3 sphères présentées par Yamina, mais l'intersection entre ce que vous voulez faire, ce que vous savez faire et les attentes du marché, c'est là où il y a l'ensemble des possibilités. Dans ces possibilités, voilà, élargissez un petit peu vos horizons et envisagez peut-être des pistes différentes. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins terminé. On a quelques référentiels, études, références, sites très chouettes avec des podcasts, avec plein de ressources vraiment utiles dans ces réflexions. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez là qui peut vous permettre d'aller un peu plus loin. Un bref mot sur MyIDP, qui est le Individual Development Plan développé par le journal Science, qui peut vous permettre d'aller faire une évaluation de compétences, d'intérêt et de valeur, et qui donne certaines listes de carrières scientifiques qui pourraient coller à vos compétences. Donc, qui pourraient peut-être vous donner vous inspirer de nouveau sur différentes possibilités. Et je m'arrête là pour laisser l'audience poser leurs questions. Merci pour votre écoute. Alors, il y a eu quelques questions qui ont déjà été posées au niveau du chat. Donc, la première question concernait le CV. Est-ce que c'est un CV d'une page ou 2 pages, avec ou sans photo? Bon, Yamina, je vais peut-être laisser prendre la main puisque c'est ta spécialisation pour l'APEC et les CV en France auprès de l'industrie, c'est un peu différent en Amérique du Nord, comme je mentionnais. Oui, très, très clairement, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le recrutement et on n'a jamais mis de logo quand il y avait 2 pages, hein, sincèrement. Le tout, c'est qu'il y a plusieurs sons de cloche, c'est-à-dire que vous aurez des recommandations d'une page, d'autres de 2 pages, mais en vrai, ce n'est pas problématique si vous avez un CV de 2 pages. Ce qui va être important, c'est que figure sur le CV vraiment les bonnes informations, que ce soit aéré, très lisible, les mots-clés. Voilà, et donc que ce soit une page, si vous arrivez à tout mettre en une page, tant mieux. Sinon, quand vous commencez à avoir un parcours qui est assez long, vous pouvez envisager de rédiger sur 2 pages. Le but n'est pas mettre toutes les expériences, mais de rester vraiment cohérent sur ce qui est pertinent vis-à-vis du poste que vous ciblez. Oui, tout à fait d'accord. Puis nous, la norme en Amérique du Nord est un peu différente. Les CV de 2 voire 3 pages, même auprès de l'industrie, sont monnaie courante. J'ai vu aussi, est-ce que photo ou sans photo? Nous, c'est vraiment sans photo, sans adresse, pour pas avoir de critères discriminants potentiels sur les CV. Mais sinon, pour le CV, franchement, la tendance en Europe, elle suit fort la tendance américaine. Donc, le minimum d'éléments discriminatoires aujourd'hui, c'est absolument vrai. Et effectivement, idéalement, 1 voire 2 pages. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est un outil de communication, les amis. Donc, si vous faites 2 pages, faites vraiment 2 pages, comme si vous aviez 2 posters et pas 1,5. Donc, voilà, essayez de faire quelque chose tout picobello. Ouais, bon point. Et oui, je voulais apporter une précision aussi, si jamais il y a des personnes ici qui cherchent à aller soit faire un doctorat, un post-doctorat, des subventions de recherche, etc. Au Canada. Le CV, justement, change. La norme du CV change. Dès 2026, le CV commun canadien, qui est un peu le template classique pour les CV, donc plutôt côté académique, recherche, bourse, etc. Maintenant, ce sera remplacé par le CV narratif, qui lui sera sur 6 pages en français, 5 pages en anglais. Donc, le template est complètement différent, beaucoup plus explicatif pour contextualiser ces projets, connaître vos travaux d'encadrement, etc. Donc, il n'y a pas, encore une fois, des ressources qui seront disponibles. Mais donc, voilà, la norme change beaucoup pour le côté académique
en Amérique du Nord. Alors, il y a plein de questions très intéressantes. Quelqu'un qui a fait plusieurs postdoctorats en France, mais qui ne souhaite pas poursuivre sa carrière dans le public. Son dernier postdoc remonte à plus d'1 an et force est de constater que le R&D, la R&D privée est saturée, peu d'offres, avec beaucoup de candidats. Et la question, c'était, il est difficile de sortir du lot, même en élargissant la recherche de postes. Jusqu'à où peut-on élargir le champ des possibles tout en gardant le cœur des compétences acquises en thèse? En fait, c'est pas une question de compromis, c'est plus une question d'envie, de motivation et de servir votre projet professionnel à court, moyen, long terme. Comme l'avait mentionné Laurence, le but, c'est pas d'abandonner complètement votre domaine de recherche ou scientifique ou technique ou qui vous plaît, mais plutôt d'aller trouver des moyens de complémenter votre profil, soit par des certifications, des événements de réseautage, des licences, des micro-programmes, des choses qui vont vous permettre de montrer que, oui, vous continuez à monter en compétences, à être curieux pour suivre le parcours que vous avez défini ou plusieurs parcours que vous auriez définis. Oui, et moi, je rajouterais également que ce qui serait intéressant, c'est revenir un petit peu sur la sphère qu'on a présentée, où effectivement, vous puissiez avoir une vraie introspection et voir ce qui fait sens pour vous, et d'ouvrir large dans le sens où vous allez mobiliser vos compétences et servir un peu la science peut-être différemment, mais votre background scientifique, il peut très bien, je vous donne des exemples concrets, mais servir le consulting, le business development avec un prisme très scientifique. Vous voyez, plein d'ouvertures comme ça, tout ce qui est autour de la gestion de propriété intellectuelle. En fait, il y a plusieurs champs des possibles pour lesquels vous n'allez pas complètement vous éloigner de vos expertises techniques, mais vous allez pouvoir vous appuyer pour ouvrir dans d'autres univers. Mais pour ça, vous puissiez effectivement faire un peu cette introspection de se dire mais qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me manquerait aujourd'hui, qu'est-ce qui me déplaît, si je ne peux pas aller vraiment dans la R&D en tant que telle. Voyez, je ne sais pas si vous avez des commentaires, Laurence ou Thomas, mais voilà ce que j'apporterai comme réponse. Oui, moi, je dirais jusqu'où élargir. En fait, pour moi, il n'y a pas réellement de limite. C'est-à-dire, on peut tout à fait faire un revirement. Mais il faut faire attention, il y a entre élargir et se disperser. Et c'est là où il y a des choix à faire, en fait, des priorisations. Et donc, en suivant un petit peu ces sphères de l'introspection, c'est aller retrouver quels sont les éléments les plus importants aujourd'hui pour moi en termes de développement professionnel. Si effectivement vous arrivez à une conclusion que, j'en sais rien, vous avez envie d'ouvrir un restaurant de sushi, vraiment j'invente, mais pourquoi pas? Mais c'est un projet qui, comme les autres, va prendre énormément de temps et d'énergie pour être construit. Donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir de manière en détail pour se prioriser des projets et mettre l'énergie, le temps là où il le faut. Voilà, pour vraiment mettre toutes les chances de son côté. Donc, il n'y a pas vraiment de limite en tant que telle. Et pour compléter, si on a priorisé un projet professionnel, effectivement, les questions suivantes à se poser, c'est est-ce que j'ai le profil qui est OK dès maintenant pour aller dans cette voie ou est-ce qu'il y a un gap? Et ce gap, c'est quoi? Un gap de compétences, un gap d'expérience, où se situe-t-il? Pour savoir effectivement ce qu'il faut faire comme étape, on va dire, intermédiaire, encore une fois, pour construire ce projet professionnel. Voilà. Une question, comment arrive-t-on à justifier le fait qu'on est docteur et qu'on postule pour un poste qui n'est pas forcément dans la R&D? Moi, je dirais qu'à partir du moment où vous avez clarifié votre projet professionnel et que vous êtes convaincu de vous-même et que les compétences que vous avez développées sont complètement transférables hors R&D, déjà, vous serez convaincant. Ça, c'est sûr. Et voilà. Et donc, ça fait partie de projet professionnel que vous avez maturé. Et comme on l'a expliqué, c'est qu'il y a beaucoup de docteurs qui sont vraiment dans d'autres univers que la R&D pure, en fait. Et d'ailleurs, un certain nombre de nos clients, si je prends quelques exemples sur des recrutements passés, on a eu des demandes où, justement, on cherchait des profils qui vont travailler dans des
dans des fonctions marketing ou commerciales, mais pour lesquelles ils avaient besoin d'une double compétence, et notamment quelqu'un qui aurait un background très scientifique. Parce que la personne, ou même dans le consulting, qui serait plus à même de bien comprendre les enjeux, les attentes d'un client sur des sujets très, très techniques, pointus et donc scientifiques. La question suivante, c'était quelles sont les principales réticences des entreprises à recruter un postdoc après un parcours purement académique et comment peut-on anticiper et répondre à ces inquiétudes lors d'un entretien? C'est une des thématiques sur lesquelles notre laboratoire interdisciplinaire sur le doctorat travaille. Moi, je ne sais pas, en matière de ressources sur la thématique, si on a des choses, Floriane a mentionné, mais voilà, c'est vrai que on travaille sur les stéréotypes. Et c'est intéressant d'aller voir parce que les recherches montrent, parce que encore une fois, tout ramène souvent aux compétences et finalement, on doit pouvoir convaincre sur base des compétences qu'on a développées, et cette notion de pouvoir mettre en contexte par rapport à un projet précis, un rôle qu'on a eu dans un projet va être beaucoup plus convaincant que juste, en fait, voilà, les portes ne vont pas s'ouvrir parce qu'on dit qu'on a un doctorat. Et voilà. Alors, si vous faites face effectivement à des recruteurs qui ont des a priori, eh ben, voyez ça comme un chouette challenge. Comment convaincre la personne finalement, voilà, essayer de la convaincre justement par des histoires, des storytelling. Ne ramenez pas tout au doctorat, utilisez peut-être moins de jargon et voyez vraiment les choses en termes de compétences et de projets. Je laisse Thomas compléter. Oui, c'est ça pour compléter effectivement les réticences des entreprises potentielles à recruter des postdocs. Si vous vous présentez comme un apporteur de solutions, vous allez enlever une épine du pied normalement à l'organisation que vous allez contacter. Vous allez avoir une vraie valeur ajoutée pour l'organisation. Normalement, c'est assez limpide. Le match doit se faire de manière assez évidente. Hein. Si vous savez que vous allez apporter de la valeur à cette entreprise, elle devrait le reconnaître. Encore une fois, la manière de se vendre et de présenter son profil, encore une fois, on a vu, hein, vous survendez beaucoup le doctorat pendant les entrevues et votre domaine très spécifique, mais il y a tout le reste. Hein. Donc, il y avait d'autres questions qui étaient un peu liées à ça, mais pendant votre doctorat, vous allez chercher du financement, vous allez chercher des collaborateurs, des partenaires stratégiques, vous allez faire de la gestion de projet, vous allez faire de la rédaction, vous allez faire de la vulgarisation. Il y a énormément de champs de compétences que vous pouvez transférer dans d'autres environnements. Hein. Et c'est cela aussi qu'il faut savoir mettre de l'avant. Ensuite, on avait une question qui était comment se faire un réseau à l'international, et c'est intéressant de faire appel à des cabinets de recrutement. Faire appel à des cabinets de recrutement, oui, c'est une bonne chose. Hein. On est nous-mêmes un cabinet de recrutement. Pour la partie réseau, je dirais utiliser tous les outils qui sont disponibles aujourd'hui. Il y en a plein hein, pour connecter avec des personnes à l'étranger. Déjà, les réseaux sociaux professionnels, hein, c'est fait pour ça. Donc, LinkedIn, numéro 1. Ça peut être via ResearchGate, Google Scholar, PubMed, des réseaux sociaux professionnels un peu plus spécifiques à votre domaine de recherche également ou disciplinaire. Mais oui, contacter des gens, vous seriez étonné, hein, contacter des gens plutôt comme… on parlait de réseau, hein, Laurence parlait beaucoup de réseau, le réseautage c'est hyper important et c'est bien de l'anticiper avant de le mettre à profit, disons ce réseau, avant de le solliciter, c'est bien de le construire et de l'entretenir. C'est comme une relation d'amitié. Hein. Ce qui marche bien, c'est les relations de mentor-mentoré. Donc, chercher des personnes qui vont pouvoir vous aiguiller sur les parcours possibles pour vous, sur leur parcours à eux. Hein. Les gens, en général, aiment bien parler d'eux. Hein. Si vous contactez une personne en lui disant aide-moi à trouver un emploi, il sera moins apte à vous répondre et à vous apporter de la valeur que si vous vous demandez de lui partager ses conseils sur l'environnement professionnel, sur son poste, son parcours de carrière, etc. Donc, construisez des relations comme ça. Moi, je dirais que pour développer son réseau, c'est numéro 1. Ok, alors malheureusement, on va pas avoir le temps de répondre à toutes les questions. Je veux juste, pour la personne qui se demandait comment anticiper la poursuite de carrière pendant sa thèse, rapidement, si vous avez un ou deux conseils très rapides. Moi, je dirais que de toute façon, c'est normal hein, de ressentir de l'appréhension et d'être focusé sur la fin de thèse. Moi, je dirais juste que, sans se mettre de pression, mais je reviens sur cette notion de réseau, où c'est important
de commencer un petit peu à identifier les personnes clés de votre écosystème, de commencer à rentrer en contact sans forcément se dire je veux absolument trouver un job, mais que plus vous allez multiplier les discussions, les ouvertures vers les autres personnes, plus ça pourra vous amener à rebondir ou percer le marché caché, c'est-à-dire les offres qui ne sont pas visibles. Voilà. Et donc, pour ça, moi, je vous recommande vraiment de commencer même un peu 6 mois avant, pour ceux qui sont en fin de thèse. Ceux qui ont un petit peu de temps, c'est toujours très salutaire de le faire même très tôt, à la deuxième année, voire même première année, doucement, mais de se créer un réseau. Et je reviens encore une fois aux 3 sphères, la sphère bleue qui parlait du marché de l'emploi, où il sera important simplement de se dire, voilà, aujourd'hui, dans mon écosystème, je connais les différents compétiteurs, je connais les différentes sociétés émergentes dans mon domaine, dans mon secteur, les nouvelles innovations, etc. Et ça vous permet peut-être, à la fin de la thèse, de rebondir plus aisément pour contacter des personnes clés dans des sociétés et qui pourraient vous ouvrir des portes pour un poste. Donc, il y avait une question concernant les chiffres. Oui, justement, j'étais dessus. Je précise bien, c'est 2021. Et pour être très honnête, le marché 2021 et pas le marché 2025. Donc, à mon avis, si une étude ressort sur cette année, les chiffres seront différents. Mais il n'empêche qu'un grand nombre de personnes ont déjà des pistes d'emploi avant la défense. Ça, c'est sûr. Maintenant, les chiffres pour 2025, je ne les ai pas. C'est quelque chose, en fait, on fait lien avec la notion de si on développe très bien son réseau en amont et très tôt dans la thèse, ces personnes-là ont souvent des contacts qui les amènent à avoir un emploi même avant d'avoir défendu. Donc, on revient vraiment à cette importance de développer son écosystème dans des secteurs différents, taille d'entreprise, institutions, associations, et vraiment, aller rencontrer un maximum de personnes. Et puis, pour répondre concernant les chiffres de la France, le ministère publie tous les ans les chiffres de l'état de la recherche en France, des chiffres, il y a des études qui s'appellent notamment IPDoc. Donc, c'est assez documenté et ça se trouve sur le site du ministère. Une question concernant le fait de ne pas forcément avoir l'expérience, pas avoir les compétences parce qu'il manque cette expérience-là. Et comment on peut, si vous avez des conseils pour dépasser cet obstacle. Je pense que ce qui est important, comme le mentionnait Yamina, le match parfait n'existe pas. 100% de match n'existe pas entre le poste et le profil. Le but pour vous, ça va être de rassurer les employeurs. Donc là, pour répondre à cette question, il y a une compétence qui est requise sur le poste, mais je ne l'ai pas. Montrer que vous pouvez monter en compétences, que vous avez les métacompétences dont on a parlé, que vous allez pouvoir vous développer. Peut-être illustrer ça en donnant des exemples où ça a été le cas dans le passé. Et est-ce que c'est une expérience obligatoire, requise? Si oui, pour quelles raisons, etc. Dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre si vous matchez 60-70% des prérequis. Peut-être que l'employeur vous proposera un autre poste un peu différent. Peut-être qu'il va remodeler le rôle et les responsabilités du poste. Vous n'avez rien à perdre. Vous aurez seulement des bonnes surprises. Et ça vous permet de toute façon de développer votre réseau. Ouais. Mais voilà. Moi, j'aurais tendance à dire, en tout cas, il ne faut pas essayer de s'inventer des compétences qu'on n'a pas. Ça ne passera pas. Donc, restez toujours très authentique. Appuyez-vous sur ce qu'on appelle les métacompétences. Donc, c'est ça dont Thomas parle. La capacité d'adaptation, la capacité d'apprentissage très développée pendant le doctorat. Donc, donner un exemple, en fait, de nouveau. S'ils disent, vous n'avez pas, je sais pas moi, tel logiciel ou telle librairie, expliquer que dans votre thèse, vous avez été dans le cas où vous êtes parti from scratch, expliquer le temps qu'il vous a fallu pour développer la compétence, avoir la compréhension et faites même une estimation en fait de ce qu'il vous faut pour monter vite en compétence au sein de la boîte. Si j'ai un mentor, si j'ai un MOOC, il me faut autant de temps, si je peux travailler sur des cas. Vraiment montrer, plus vous allez sur du concret, ne restez pas théorique. Voilà, allez sur le concret, c'est là où vous pouvez les rassurer. Voilà. Et après, pardon Yamina, le 60-70%, oui, je parle en belge moi, de matching, c'est tout à fait vrai, sauf si ce sont les compétences clés du poste. Alors là, je pense que vous devez envisager
un autre poste intermédiaire pour acquérir ces compétences manquantes. Et je laisse Yamina nous donner. Oui, je vais abonder dans votre sens. C'est juste pour, peut-être c'est de la redite, mais effectivement, quand vous voyez une offre d'emploi, il est important de bien la décortiquer pour comprendre vraiment les compétences qui vont vous manquer et de vous focuser vraiment sur ces compétences manquantes et comment bien les argumenter. Voilà. Et même si parfois certaines vous manquent, mais si vous savez bien argumenter, comme l'a précisé Laurence, sur l'importance de l'illustration, donnez toujours des exemples concrets de comment vous allez pouvoir non seulement peut-être pallier, ou bien être tout à fait honnête en disant je n'ai pas ces compétences, mais montrer une projection, une vision, comme quoi vous allez pouvoir de monter vite en compétences si vous êtes en capacité d'avoir en face de vous une société qui peut vous accompagner dans la montée en compétences. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on clôture là le webinaire. Merci à tout le monde. Oui, merci tout le monde pour votre participation. Puis encore une fois, hein, le webinaire se finit maintenant, mais n'hésitez pas à contacter Laurence, Yamina ou moi-même ou d'autres personnes du groupe, hein, selon la pertinence et votre localisation. Mais on reste disponible, donc n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Voilà, et plein de courage aussi à ceux qui sont confrontés à des moments pas faciles. Le marché est fluctuant, les choses vont bien se passer. C'est une belle opportunité de vous améliorer et d'avoir une meilleure connaissance de vous-même.